Le journal. Audience à la primature, le Premier ministre a dévisé ce matin avec les leaders religieux. Au centre de l'entretien, la réouverture des lieux de culte et la question de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Le ministre en charge des infrastructures et son délégué sur le terrain depuis ce matin. Ils ont visité la route Ntoum-Kokobich, longue de 83 km, et les travaux de construction des infrastructures de drainage des eaux pluvieuses à Libreville. Les travailleurs membres de la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, disent ne pas se reconnaître dans la sortie médiatique récente de Philippe Djoula, qu'il qualifie de dérapage car n'ayant pas été consulté au préalable. Puis, plus de 1500 agents du corps paramilitaire de la sécurité pénitentiaire élevés au grade d'agent de rang et sous-officier. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle présidée ce vendredi par le commandant-chef de la sécurité pénitentiaire. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de ce journal, près d'une dizaine de leaders religieux étaient ce matin autour du Premier ministre pour échanger sur deux questions essentielles, dont la réouverture des lieux de culte et l'épineuses question de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Une commission a été mise en place pour examiner la possibilité de réouvrir les temples. Les détails avec Marina Moussavou. Au cours de cette rencontre entre le chef du gouvernement et les leaders religieux, une commission d'adaptabilité a été mise en place. Elle va travailler sur les modalités de réouverture des lieux de culte dans le strict respect des mesures barrières. Quant à la question de la dépénalisation de l'homosexualité, question qui fâche les religieux, Julien Kogebekale rassure qu'il n'y aura jamais de mariage pour tous au Gabon. Et je suis heureux de savoir que vous avez fait un travail avec un plan guide, qui est bien, mais je propose que vous vous retrouviez à nouveau avec Monsieur le ministre d'État de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales, pour des raisons que vous avez évoquées et que vous comprenez bien quand vous étiez chez le ministre, là-bas. Et puis, le comité technique qui connaît plus ou moins les choses et qui va vous édifier aussi sur certaines choses. Une fois que vous avez fait ce travail-là, nous n'avons aucune raison d'empêcher l'ouverture et la reprise des cultes. Je dois également vous garantir, et c'est le message que le président m'a dit de vous dire, à aucun moment, nous ne toucherons notre constitution sur la question du mariage. Nous ne toucherons notre code civil sur la question du mariage. Le mariage sera toujours selon les conceptions que nous connaissons ancestrales, un homme et une femme. Au terme de cette rencontre, les ministres de culte ont insisté et persisté sur la réouverture dans les tout prochains jours des lieux de culte fermés depuis 4 mois. Dans les tout prochains jours, les lieux de culte vont être ouverts. Donc, ils étaient en train d'y réfléchir. Je sors étant satisfait, mes collègues aussi, parce que le gouvernement va tout faire pour la réouverture des cultes dans les tout prochains jours. Ce que nous avons fait tous ces derniers temps, c'est de sensibiliser tous les hommes religieux sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières. Le Premier ministre a sollicité le concours des hommes d'Église pour apaiser les tensions dans la société. Il faut dire que cette journée a été très chargée pour le Premier ministre chef du gouvernement, qui a également reçu le ministre de l'Éducation nationale. Patrick Daouda Moudiama est allé présenter à Julien Kogebekale la mise en œuvre du réaménagement du calendrier scolaire pour la reprise des cours sans inquiétude. Écoutons ce sujet, Patrick Daouda Moudiama, ministre de l'Éducation nationale. Alors nous avions présenté lors d'une précédente séance de travail avec le Premier ministre un programme de réaménagement du calendrier scolaire qui se fait en 3 phases. Donc la reprise administrative qui est fixée le 13, donc lundi prochain, et la reprise des cours qui est fixée le 20 et les examens du baccalauréat qui vont se passer au mois d'août.
Donc pour l'instant, il s'agit de voir comment les différentes phases de ce calendrier sont en train d'être mises en œuvre, étant entendu que nous sommes dans des conditions particulières et que pour la sécurisation sanitaire des apprenants, il fallait mettre en place un dispositif qui inclut la distribution des masques, l'installation d'équipes vétérinaires pour de l'eau, l'achat des gels hydroalcooliques et toute autre mesure qui doivent concourir à cette sécurisation sanitaire. Après la désinfection des établissements scolaires en prélude à la reprise des cours le 20 juin prochain, comme annoncé par le gouvernement, plusieurs établissements attendent le matériel de protection pour lutter contre la COVID-19. Edgar Kaba, reportage. Les élèves de terminale du Gabon vont renouer bientôt avec le chemin des classes, le 20 juillet prochain, dans un contexte de crise sanitaire. Conscient de la situation, le gouvernement gabonais a démarré depuis plusieurs jours déjà l'opération de désinfection des établissements scolaires. Mais plusieurs lycées attendent toujours le matériel de protection pour sécuriser les apprenants, le corps enseignant et l'ensemble du personnel pour éviter tout risque de propagation du coronavirus. Jean-Baptiste Mbamoto, proviseur du lycée Jean-Hilaire Obameyegui, et Aloïse Assam Etougué, proviseur du lycée Jean-Baptiste Etougué. Nous aurons sous peu des bavettes pour l'ensemble des élèves, l'ensemble des professeurs, l'ensemble des personnels. Ensuite, nous aurons de l'eau et du savon, puisque nous avons de l'eau ici à Siban. Nous aurons certainement aussi du gel hydroalcoolique pour permettre à nos personnels, à nos professeurs, mais surtout à nos enfants de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement gabonais. Nous attendons d'ici peu l'installation des cuves d'eau qui nous permettront justement de bien gérer le flux des élèves. Et pour ce qui est des bavettes, nous avons déjà envoyé à la tutelle l'effectif de nos élèves et des personnels. Donc en termes de bavettes, je crois que tout est déjà prêt au niveau de la tutelle pour que chacun puisse avoir tous ces éléments-là. Les gels, nous les avons commandés. On attend donc que tout soit remis de manière officielle. Mais pour ce qui est des préparatifs, je crois que notre lycée est prêt. Nous avons pratiquement tout fait en préparant les salles de classe, en briefant le personnel, en nettoyant l'établissement, en faisant tout ce qui est possible pour que les enfants puissent être dans les meilleures conditions de travail possibles. La mesure voudrait que nous ayons dans chaque salle de classe seulement 20 élèves, donc ce qui nécessitait pour le lycée 46 salles de classe. Tout cela a été fait. L'opération de désinfection de l'établissement scolaire et le matériel de protection contre la COVID-19 pour achever l'année académique aussi dans l'arrière-pays sont attendus avec impatience par les élèves et l'ensemble des acteurs du système éducatif dans ces différentes parties du Gabon. Nous ont confié par note vocale quelques personnes ressources de l'intérieur du pays. La COVID-19 progresse dans le pays et du côté de Mouela, le chef-lieu de la province de Langounié, la population s'inquiète de la propagation de cet ennemi invisible. Les détails avec Félicien Ndongo. À l'instar des autres régions sanitaires du pays, celle de la province de Langounié a essayé de résister à l'arrivée de l'épidémie du coronavirus sur son sol. Ce, en dépit des dispositions pratiques prises par les autorités administratives et sanitaires de Langounié. En effet, comme on peut le constater aujourd'hui, la situation de la propagation demeure préoccupante à plus d'un titre. Et pour cause, selon le directeur régional de santé des RES Centre-Sud Ngounié, Dr Nigel Igor Makaya, 4 départements sur 9 que compte la province de Langounié sont déjà touchés. Il s'agit de Manjindolu, Douyaono et Mouila, Doula, Ndende et le Tuano les Bamba. Aussi a-t-il indiqué que 225 tests ont été déjà réalisés. Parmi eux, 80 cas positifs ont été décelés dans l'ensemble de la province, dont 9 nouveaux cas, 5 guéris et 1 décès. Le COPID provincial n'attend donc pas baisser la garde. Il continue à l'application des stratégies nationales en mettant par exemple sous traitement systématique tous les patients Covid-19 selon l'état clinique. Les autres cas sont gérés à domicile ou gardés en hospitalisation relative à une complication. Il a relevé que le mode de continuation dans la province est plus communautaire qu'individuel en rapport avec le mouvement des personnes. C'est pourquoi, pour finir cette pandémie dans la province, le docteur Igor Makaya lance un appel à l'endroit des populations locales. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser davantage la communauté, demander aux gens, comme on le dit au niveau national, de respecter les gestes barrières. Ce n'est qu'en respectant cela qu'on va réellement essayer de freiner la propagation de cette épidémie. Donc l'appel à l'endroit des populations de Langounié, c'est de faire attention, c'est de porter un masque systématiquement dans les lieux publics, c'est de se laver les mains, soit avec de l'eau savonneuse, soit de se les désinfecter avec du gel hydroalcoolique, et surtout impliquer les enfants dans la gestion de ces gestes barrières-là. Il faut que le lavage des mains devienne un réflexe et pour les enfants dans les maisons et pour l'ensemble de la communauté. Mouila, Félicien Ndongo, Radio Gabon, la référence.
Le ministre en charge des infrastructures et son délégué sur le terrain ce vendredi, Léon Armel Bunda Balondi et Françoise Assongonobam, ont visité les travaux de construction des infrastructures de drainage des eaux pluvieuses et des routes d'accès du bassin versant de Terre-Nouvelle à Libreville. Achille Mwanda Moussouti. Cette descente de terrain des membres du gouvernement à Libreville consiste à évaluer le niveau d'exécution du projet d'assainissement des bassins versants de Terre-Nouvelle, notamment le linéaire de 5 km reparti en deux lots. Le premier porte sur l'axe PK7 2 écoles, 1 km 500, et le second de 3 km 500, PK7 Arboratum de Siban. Le directeur général de la construction et des équipements au ministère des Infrastructures, Jean de Dieu Ntuntumgema. Ici, vous avez des travaux d'aménagement du canal, de la voie d'accès, la voie de service, et puis des ouvrages connexes tels que les passerelles, les ouvrages d'assainissement, les dallos. Ce projet, financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 15 milliards de 9 francs, est exécuté par Sogea Satom Gabon. Petro Salgado, le directeur de projet. La première phase des travaux est en cours de finition. La partie sud est quasiment achevée et nous devons passer actuellement sur la partie nord. L'administration veille au bon déroulement des travaux sous le regard d'une mission de contrôle. Son chef, José Dupont-Congdes. Notre rôle est de nous assurer que le travail sera fait à temps et en heure. On ne va pas sortir de l'enveloppe. Et en même temps regarder au niveau donc de la qualité du projet, que ces travaux se réalisent dans un environnement sécurisé. On a une équipe QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Il faut dire que les travaux connaissent un ralentissement du fait de la résistance de quelques riverains. À ce sujet, les responsables du ministère des Infrastructures indiquent que les populations impactées par le projet seront relogées à Bikele où est construit une cité. Vous restez avec nous, Achille Mwanda Moussouti, pour dire qu'après Libreville, le ministre en charge des infrastructures et son délégué ont visité la route Ntoum-Kokobich, un linéaire de 83 km dont les travaux ont débuté fin mai dernier. Le projet financé par l'État gabonais à plus de 304 millions de 9 francs permet de traiter les principales dégradations de la route afin de faciliter la fluidité de la circulation entre Ntoum et Kokobich. Lambert Mivondé, conducteur des travaux. Nous sommes en train d'exécuter les travaux de traitement de bourbier, d'ensoleillement mécanisé, de remise en forme, de reprofilage. Nous sommes à près de 40-45% de réalisation. Pour le ministre en charge des infrastructures, les travaux en exécution avancent très bien et s'inscrivent dans les priorités du gouvernement. Léon Armel Bunda Balondi. Le problème de la route, le chef de l'État l'a déjà relevé et a donné des très hautes orientations. Le chef de l'État nous a instruits parce que la route gabonaise avait des problèmes. Et nous sommes là pour apporter les réponses. Donc nous sommes venus visiter cet axe-là, fait entièrement par la régie, c'est-à-dire l'opérateur du ministère en charge des infrastructures. Notre sentiment est un sentiment de satisfaction de ce que nous voyons. Et donc vous avez vu, avant que nous soyons ici, comment était cet axe. Donc tous les bourbiers ont été résorbés et l'équipe vont continuer à travailler. En entendant que les travaux se poursuivent, les populations disent déjà leur satisfaction. On est contente parce qu'avant, il n'y avait pas assez de circulation. Mais depuis qu'on a commencé à gratter, il y a déjà la circulation et puis on a du marché, quoi. Il y a les clients par rapport à avant. Avant, les tarifs n'étaient pas chers. D'ici, on payait 1500 francs. Mais vu l'état de la route, les routiers ont élevé leur prix. Donc, d'ici, c'est maintenant 3000 francs. Les voitures ne passaient pas, il y avait les bourbiers partout. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes en joie. Le chantier, entamé fin mai dernier, devrait durer 66 jours ouvrés. Il est exécuté par 2 opérateurs, à savoir une régie administrative et un opérateur privé. Merci Achille Mwanda Moussouti pour toutes ces informations. Présence à Makoko du chef de mission du projet de développement des infrastructures locales, phase 2. Ce séjour a pour objectif la vérification de l'évolution des travaux de pavage et d'assainissement des voiries prioritaires de la ville de Makoko. Le projet est financé par la Banque mondiale. Le point avec Cecilia Akumamendom.
Blaise Anclan, chef de mission du projet de développement des infrastructures locales phase 2, en abrégé PEDIL 2, est à Makokou dans le cadre d'une mission de vérification de l'évolution des travaux de pavage et d'assainissement des voiries prioritaires de la ville de Makokou. Cette mission concerne les travaux de pavage et d'assainissement des voiries prioritaires dans la ville de Makokou. Et ce projet est financé par la Banque mondiale et le maître d'ouvrage c'est la mairie de Makokou et le maître d'ouvrage délégué c'est la CNTP. Ces travaux concernent 8 rues au total, 2 à Mbolo, et 4 dans le quartier central et 2 non loin de l'hôpital régional dans le quartier Ibanagoye. Le linéaire total est de 2380 mètres. Étendu sur un linéaire de 2380 mètres, le pavage de 8 ruelles importantes de la ville de Makokou est reparti en 3 lots. Ces travaux ont débuté depuis fin janvier pour finir pour le plus long lot, fin novembre. Et le lot 1 et le lot 2 ont une durée de 8 mois et ces travaux vont finir en septembre. Les travaux du lot 2 finiront fin novembre, comme je le disais. Notons que ce projet est financé par la Banque mondiale et a pour maître d'ouvrage la mairie de Makokou, dirigée par Guy Roger et Kazama, qui a pour objectif de faire de Makokou une ville belle et attirante. De Makokou, Cécilia Kouma-Mendom pour Radio Gabon, la référence. La prison centrale de Libreville a prêté son cadre ce matin à la cérémonie officielle de port de galon des agents de la sécurité pénitentiaire promotion 2016, présidée par le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Plus de 1500 gardes pénitentiaires ont été élevés au grade de sous-officier et agents de rang. Le film sonore de cette cérémonie avec Remou Savou. Nous invitons la première section des récipiendaires sous-brigadiers à gagner l'emplacement cérémonial. Ils sont au total 1518 agents, dont 800 caporaux et 718 sous-officiers de la promotion 2016 repartis ainsi qu'il suit. 365 sergents-chefs de niveau BEPC ou équivalent, 353 sergents de niveau BAC ou équivalent. Ces agents, recrutés depuis 2016 et mis en solde en 2019, ont eu accès au port du galon conformément aux dispositions de la loi 17/93 portant statut particulier de la sécurité pénitentiaire, de même qu'à un suivi harmonisé de leur carrière. Cette cérémonie de port de galon organisée par le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, le général de brigade Jean-Germain Effayon-Onong, en présence de plusieurs officiers des corps d'armée du Gabon, était chapeautée par le ministère en charge de la justice garde-sceaux. À noter que c'est le 26 juin 2020 que le premier ministre chef du gouvernement, Julien Koguebe-Kalé, signait les 2 arrêtés d'intégration portant intégration de 800 agents et 718 sous-officiers au sein de la sécurité pénitentiaire. L'intégration des recrues de la promotion 2016 de la sécurité pénitentiaire vient taire le débat sur la question des intégrations et du port du galon par les agents de ce corps paramilitaire de l'État. Drapeau sans sagade, joyeux votre emplacement. Allez, posez. Repos. Les étudiants de l'ENS, École normale supérieure de Libreville, en possession de leurs allocations d'études depuis mardi dernier. Mais le mode de perception de cette bourse se fait sur fond de tracasseries et d'incompréhension. C'est ce que nous rapporte Pierre-Désiré Mvelenam. Objet d'un mouvement d'humeur, il y a quelques semaines à l'ENS, l'école normale supérieure, les allocations d'études des 2e et 3e trimestres sont payées aux étudiants depuis mardi dernier. Mais selon certains ayants droit rencontrés ce vendredi à la BICIG, des interrogations demeurent. Je suis en licence 3. Mon compte, il était de 1 605 062 francs, je crois. Donc c'est 1 million que j'ai pu retirer avec la carte robot et le reste, c'est ce que je suis venu récupérer ici à BICIG à la caisse.
Pour l'instant, je n'ai pas encore pu récupérer parce qu'on m'a dit qu'il y a un problème dans mon compte, un problème de signature. J'ai déjà une condisciple de classe qui a dit que, vu que nous sommes en M1, on n'a pas perçu les allocations familiales. On devait avoir 48 000 par enfant. Dans son compte, elle ne s'est pas vue créditer de ce montant. Donc j'ai patience, j'attends, en espérant que moi aussi je n'aurai pas ce problème. Le normalien doit rentrer en possession de l'intégralité de son argent. Donc poser la question de savoir à quel niveau se situe le problème de nos bourses, ça c'est la grande question. C'est vraiment le gros point d'interrogation que le normalien se pose. Est-ce que cela émane de la direction de l'école normale supérieure, point d'interrogation? Est-ce que ça revient du budget, point d'interrogation? Est-ce que du trésor? Est-ce que même de la BICIC, point d'interrogation? Des interrogations auxquelles la direction générale de l'ENES a vite fait de répondre tout en rassurant les étudiants. Roliane Adjili, gestionnaire comptable à l'ENES. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas habitués au fonctionnement de la BICIG. BICIG, c'est une banque privée et le plafond disponible à BICIG, c'est 1 million par semaine. C'est normal que lorsqu'ils aillent checker, qu'ils trouvent 1 million comme montant au plafond. Les montants des bourses ont été payés, les primes de stage ont été payées, les allocations familiales ont été payées. Sauf que pour cette fois-ci, la BICIG va juste prélever les 15 400 de tenue de compte. Et ça, les étudiants le savent. La direction générale de l'ENES a conseillé aux étudiants boursiers de se rapprocher de leurs gestionnaires respectifs afin de dissiper tout malentendu. Rien à voir avec ce qui précède, la Confédération syndicale gabonaise, par la voix de son secrétaire général adjoint, se démarque de la sortie du secrétaire général de cette structure, Philippe Djoula, qui sollicite la mise à l'écart de Madeleine Baird dans la conduite du dialogue social entamé depuis le début d'année. Écoutons Louis-Jocelyn Ngouma au micro d'Ahmed Ryan Zengi. Au sujet du secrétaire général Philippe Djoula, me démarquer de l'initiative maladroite qu'il a prise en faisant une sortie de route, c'est comme ça que j'appelle ça, pour s'adresser au ministre du Travail en des termes de mendicité. Parce que moi, ce que j'ai retenu dans les propos de Philippe Djoula dans le journal, c'est qu'il revendique une certaine somme d'argent que le ministre aurait donné à certaines cellules centrales par rapport à d'autres. Bon, cette façon de faire, je ne le tolère pas. Donc, moi, le secrétaire général adjoint que je suis, et ceux qui sont dans la même philosophie que moi, nous nous démarquons formellement de cette initiative. Moi, je me démarque parce que c'était dérapage. Le bureau exécutif est souverain. Le bureau se réunit et de façon collégiale, on adopte ou non une position qui est commune. Mais ce monsieur, et d'où mon attitude de réprobation, il a pris l'habitude, comme ça lui plaît, de prendre la parole sans consulter le bureau exécutif. Et ça engage l'ensemble des adhérents de la COSIGA. C'est pour ça que nous ne nous reconnaissons pas dans les propos tenus par Philippe Djoula. Je trouve ça quand même malsain. Moi, je pense que les décisions qui engagent le groupe devraient solliciter l'assentiment du groupe. En tant que porte-parole, c'est ce que Philippe Djoula, sérieux, aurait dû faire. C'est cette collégialité-là qui légitime les décisions qui sont prises et les initiatives que le secrétaire général, en réalité, ne fait que rapporter en tant que porte-parole. Voilà. Donc, quand vous prenez une initiative de façon unilatérale pour aller parler au nom d'un groupe, non seulement c'est maladroit, parce que nous sommes en droit de le poursuivre au tribunal, et s'il continue dans cette lancée, eh ben, nous allons prendre cette initiative de le porter devant les tribunaux parce qu'il est aussi civilement responsable des actes qui posent, qui ont un lien avec le pénal ou le civil. La culture maraîchère, c'est l'option choisie pour un jeune ingénieur agronome gabonais pour lutter contre la dépendance alimentaire de notre pays dans ce secteur. Les précisions à ce sujet avec Roland Sylvani Andem. Pour cet ingénieur agronome, la culture maraîchère est la culture des végétaux à usage alimentaire de manière professionnelle dans l'optique d'en faire profit pour vivre. Raymond Fabrice et Lantougou. Le maraîchage, c'est tout ce qui concerne la culture des légumes. Vous allez voir les légumes feuilles et les légumes fruits. Parmi les légumes feuilles, nous avons les épinards, nous avons le folon, nous avons l'oseille. Et parmi les légumes fruits, nous avons la tomate, l'aubergine, le poivron, etc. Et souvent, on entre dans le maraîchage des cultures comme la papaye, la pastèque. On entre aussi des cultures comme le melon, les courgettes. Donc, c'est un peu ça, le maraîchage. C'est vraiment un secteur très propice pour l'emploi des jeunes. À la question de savoir qu'est-ce qui justifie son choix, le phytotechnicien. J'ai fait ce choix parce que les produits maraîchers sont très demandés sur le marché. C'est un secteur qui est très favorable pour l'autonomisation des jeunes et pour créer des emplois pour les jeunes. La particularité des cultures maraîchères, c'est que entre 20 jours et 2 mois, 3 mois, vous avez commencé à récolter. Par exemple, le folon, un cycle de 20 jours. Après 20 jours, vous récoltez déjà. Donc, pour un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, et qui veut tout de suite avoir de l'argent, il va se lancer dans la culture maraîchère parce qu'il ne va pas attendre par exemple avec le manioc 6 mois ou avec la banane 1 an ou l'ananas 13 mois. Le principal avantage des cultures maraîchères, c'est que c'est des cultures de cycle court et qui ont une très forte valeur sur le marché.
Si vous faites une planche de Folland de 10 mètres carrés, vous pouvez la vendre à 8 000. Par exemple, 10 planches, vous avez 80 000. Donc, en 20 jours, vous avez 80 000. Signalons que nous reviendrons sur le traitement agricole des plantes pour aider les agriculteurs en zone rurale. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières, nous allons la chercher au Soudan où est attendue dans quelques jours la signature imminente de l'accord de paix. Guy David Mbumba. Les Soudanais sont désormais décidés à enterrer la hache de guerre. Le gouvernement de transition de Khartoum et les groupes rebelles signeront dans 2 semaines un accord de paix définitif. Les 2 parties négocient depuis à Juba chez le voisin sud-soudanais. Et puis, le président burkinabé Marc Christian Kaboré doit être officiellement investi samedi, candidat de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle de novembre, malgré un bilan mitigé, miné par la situation sécuritaire. Enfin, au Mali, le mouvement de contestation M5, né début juin, est composé d'une partie de la société civile, de l'opposition politique et des religieux, de nouveau dans la rue ce vendredi pour une 3e manifestation. Le M5 réclame à nouveau la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Les discours et propositions du président ces derniers temps n'ont pas satisfait ce mouvement. Nous voici à la page de sport avec vous, Jean-Claude Boussougou-Boulingui. Au menu, la rencontre d'hier au siège de la FEGAFOOT réunissant l'Association nationale des footballeurs du Gabon, les joueurs, les clubs et dirigeants de la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football. Il s'agissait du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent loué par la FIFA. L'aide financière de la FIFA destinée aux fédérations nationales en raison de la crise sanitaire qui secoue la planète entière a été largement débattue hier au siège de la FEGAFOOT. Il s'est agi pour Pierre-Alain Mungegi, le président de la Fédération gabonaise de football, d'éclairer l'assistance sur cette aide allouée par la FIFA. Suivons ce reportage d'Ulrich Kupangoy. La Fédération gabonaise de football recevra dans quelques jours la première tranche financière de l'aide octroyée par la FIFA. Il s'agit de $500 000, soit 250 millions de francs CFA, une somme destinée à accompagner la communauté du football à faire face à la COVID-19 qui sévit au Gabon. Pierre-Alain Mungegi, président de la Fédération gabonaise de football. La FIFA m'a dit la semaine prochaine, donc celle qui va commencer lundi, les associations nationales vont recevoir une circulaire pour confirmer ce que j'ai fait. Et l'aide sera donnée en 2 tranches. C'est $500 000 que nous allons recevoir ce mois de juillet et la deuxième tranche, donc $500 000 également, en janvier 2021. Je peux me permettre de le dire. Sur les 250 millions de francs CFA octroyés à la FEGAFOOT à chaque tranche, 125 millions de francs CFA sera prélevé et remis aux joueurs dans le cadre de la dette, un geste généreux de la part de la dite fédération. Rémi Ebanega, président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. C'est la FIFA qui envoie son aide à la fédération. La fédération est libre de dire comment elle va partager cette aide. Si la fédération estime que les footballeurs, ils vont accorder un taux aux footballeurs, c'est tant mieux. L'aide de la fédération, c'est autre chose et on serait vraiment reconnaissant si la fédération met en place un dispositif à travers l'aide de la FIFA pour accompagner les joueurs qui sont aujourd'hui dans une situation de précarité vraiment aiguë. Cette aide de la FIFA prend en compte la saison 2019-2020 et concerne 720 joueurs, arbitres, entraîneurs, centres de formation et autres acteurs du football gabonais. L'argent sera remis par virement bancaire ou par chèque, selon les recommandations de l'instance faîtière du football mondial. Le Nigérian Victor Osimhen, le virevoltant attaquant de Lille et lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2020, est en contact avec les dirigeants du club italien de Naples. Victor Osimhen est âgé de 21 ans. En retour, il s'agit cette fois du Congolais de RDC. Gaël Kakuta revient dans son club formateur de Lens. Le milieu offensif congolais totalise 10 clubs dans sa carrière. Jean-Claude Boussougou-Boulingui du service des sports. Et c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Je vous rappelle ses principales articulations. Audience à la primature, le Premier ministre a dévisé ce matin avec les leaders religieux au centre de l'entretien. La réouverture des lieux de culte et la question sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon.
Le ministre en charge des infrastructures et son délégué sur le terrain depuis ce matin. Ils ont visité la route Ntoum-Kokobich, longue de 83 km, et les travaux de construction des infrastructures de drainage des eaux pluvieuses à Libreville. Les travailleurs membres de la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, disent ne pas se reconnaître dans la sortie médiatique récente de Philippe Djoula qu'il qualifie de dérapage car n'ayant pas été consulté au préalable. Puis, plus de 1500 agents du corps paramilitaire de la sécurité pénitentiaire élevés au grade d'agent de rang et sous-officier. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle présidée ce vendredi par le commandant-chef de la sécurité pénitentiaire. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Thierry Wanya, au montage Herman Osunga. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon. Je suis Fabien Guillaume Kembele. Merci d'avoir écouté le journal. Bon début de week-end à toutes et à tous.